Donc, j'appelle tout de suite à la tribune Antoine Duclou, de la communauté d'agglomération de Valence-Roman, voilà. Dominique Aigret, de la commune de Châteaubriand, Loire-Atlantique, Nadège Noisette, direction régionale de l'ADEME Bretagne, et Yvan Pénaud, Atlanson, et puis aussi Anne-Sophie Séguis de GRDF. Est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, c'est bon, voilà. Eh bien, allons-y. Donc, on entame la dernière séquence de notre journée, avant les conclusions finales, sur, allez, on va dire l'approche plus localisée. On était sur sur des grands principes, sur des techniques génériques. Maintenant, on va regarder un certain nombre d'applications plus précises. Alors, avec deux angles très différents. D'une part, des réalisations exemplaires, même si c'est des objets complexes, on va voir notamment en Valence-Roman, ou si c'est sur des objets plus précis, comme dans le cas de Châteaubriand, mais voilà, ce sont des cas très précis. Et puis après, on va revenir de façon un petit peu plus générale sur la question du dispositif d'appui qui a été mis en place et par lequel on a commencé notre journée. Alors, Antoine Duclou, communauté d'agglomération de Valence-Roman Sud-Rhône-Alpes. Si vous voulez bien, vous restez en place ou vous venez là, comme vous voulez. Voilà. Je vous cède le micro, on change de place. À vous, donc, sur l'expérience que vous avez conduite sur la communauté de Valence-Roman. Oui, bonjour à tous. Je vais peut-être commencer par quelques éléments sur l'historique de ce projet. Alors, on est alors en 2013. L'agglomération Valence-Roman n'existe pas encore. Je travaillais alors, moi, au sein d'une agglomération qui s'appelait le Pays de Romans, composée de 21 communes, qui terminait un plan climat, qui était en phase d'évaluation, qui avait mené pendant un certain nombre d'années une opération qui s'appelait Coup de Soleil, qui avait pour but de verser des aides financières pour l'installation de saisie, qui était à bout de souffle, en perte de vitesse. Et puis nous préparions alors une candidature pour un appel à manifestation d'intérêt de l'ADEME et de la région Rhône-Alpes, avec cette fois-ci une ambition plus importante. Alors quand on a bâti ce dossier TEPOS pour répondre à l'appel à manifestation d'intérêt, on s'est aperçu rapidement que finalement, tous les projets qu'on avait en portefeuille, alors sur ce graphique, on voit effectivement la courbe, les histogrammes en bas, c'est les productions d'énergie renouvelable qu'on avait imaginé pouvoir développer jusqu'en 2050. Que finalement, tous les projets qu'on avait en portefeuille, d'éolien, de méthanisation, sur la biomasse, etc., ne nous permettaient pas en 2050 d'atteindre le territoire à énergie positive. Donc on voit, il y a pas mal de points d'interrogation. Et ça a été un petit peu le déclic pour dire, finalement, si on ne s'intéresse pas plus que ça à la question de la chaleur, et notamment à la question de la chaleur solaire, notre projet TEPOS ne sera pas viable. Et ça a été finalement l'origine du projet. On a décidé alors de lancer un plan chaleur solaire. Donc une ambition locale pour le solaire thermique. Donc on a fait le constat, ça a été dit ce matin, que sur le territoire, effectivement, il y avait 37% de l'énergie qui était consommée, qui était destinée à produire de la chaleur. Que sur notre territoire, l'ensoleillement était quand même favorable, puisqu'on a environ 2500 heures annuelles. Bien sûr, une installation, quand elle est bien dimensionnée, permet de répondre à ces besoins de chaleur, notamment pour tout ce qui est chauffage, eau chaude sanitaire, piscine. Et puis, nos voisins allemands, et notamment autrichiens, avaient mis en place des politiques bien plus volontaristes. Et donc, on s'est dit que finalement, si un territoire s'emparait de ce sujet-là, pourquoi pas se fixer des ambitions et atteindre des résultats intéressants sur le plan du développement, enfin, de la création d'emplois environnementales, mais aussi réduction de la facture énergétique. Donc, on a effectivement, je le disais, décidé de lancer un programme dédié. En février 2014, donc, ça a été le lancement de ce programme. C'est intervenu au moment où finalement plusieurs territoires fusionnaient. Donc le territoire de Romans, j'en parlais, le territoire de Valence. Et finalement,
une nouvelle communauté s'est formée au 1er janvier 2014, regroupant 51 communes et 215 000 habitants cette fois-ci. Et donc ça a renforcé encore plus l'intérêt de ce programme, notamment vis-à-vis des professionnels, puisque les professionnels ont vu que potentiellement il y avait un marché quand même intéressant. Donc le graphe qui est sur cette diapo permet de montrer la facture énergétique, l'ensemble finalement des exportations qui sont faites pour la chaleur, l'électricité, les carburants sur le territoire, et les très faibles retours finalement en termes de production d'ENR, puisqu'on n'atteint que 5 millions d'euros de retour sur le territoire. Bon, je vais passer un peu vite là-dessus, mais c'était pour dire d'où venait ce projet de plan chaleur solaire. C'était effectivement issu de ces réflexions. Alors bien sûr, on a mobilisé les acteurs à partir de février, en faisant des séances de travail. Bon, c'est de la conduite de projet assez classique, aller déjà savoir de quoi on parlait, puisque bien souvent, notamment vis-à-vis de décideurs à la fois techniques mais aussi politiques, la question du solaire thermique était méconnue. Donc on est allé visiter des installations, notamment à Montmélian, puisqu'on a la chance d'être pas très loin. Et puis ça a rapidement suscité un intérêt local. Et donc on a pu monter un premier programme d'action pour la période 2015-2016, en se faisant accompagner d'un bureau d'études, avec 4 axes de travail. La plupart, c'est des actions qui sont très concrètes sous maîtrise d'ouvrage de l'AGLO. L'idée, c'est de ne pas bâtir un programme sur 5 ou 6 ans, mais de dire, là, on sait qu'on a des actions sans regret pendant 1 ou 2 ans, et puis, au fur et à mesure, on va les enrichir, les améliorer, dans une démarche d'amélioration continue, pour monter en exigence, monter en ambition également. Cette action s'inscrit au sein d'une démarche plus large, désormais, qui est une démarche de plateforme de rénovation locale de l'habitat, rénovation énergétique de l'habitat. Donc c'est une des briques de la plateforme. Et donc, comme je le disais, on est en train aussi de commencer à préparer un programme plus structurant pour la période 2016-2020. Alors je vais peut-être illustrer cette fois-ci maintenant plus concrètement quel type d'actions ont été retenues dans ce programme. Alors je vais commencer pas forcément par le premier axe, mais l'axe 3 qui est améliorer la qualité. On en a parlé ce matin. Pour redonner confiance, on a rapidement vu qu'il y avait besoin de renouer avec la question de la qualité. Donc on a proposé aux acteurs locaux, donc acteurs locaux, c'est les installateurs, les bureaux d'études, les collectivités, les communes, mais aussi aux fabricants, aux sociétés de maintenance, de nous rejoindre, aux énergéticiens, pardon, de nous rejoindre à travers une charte qualité. Donc j'en ai laissé un certain nombre d'exemplaires à Edwige. Une charte qualité donc, qui permet que chacun s'engage sur la qualité justement des installations. Et nous, l'agglomération, on est chargé de faire vivre cette charte et aussi d'assurer une veille sur qu'il n'y ait pas de débordement, assurer une veille sur la compétitivité des offres, etc., etc. Donc cette charte, elle a été signée le 12 mai cette année. Donc certains nous disaient « oh, ça va intéresser pas grand monde ». Je ne sais pas si c'est bien finalement de maintenir cette date. Et puis finalement, on a eu quand même 130 personnes sur un territoire comme le nôtre. Voilà, c'était plutôt une réussite et pour un sujet qui finalement au début était quand même plutôt méconnu. On voit qu'il y a quand même un intérêt pour ce sujet-là. Donc toujours sur cet axe, maintenant qu'on a signé cette charte, on a des actions en termes de formation des professionnels du bâtiment, des actions sur le suivi du patrimoine des intercommunalités, mais aussi des communes, puisqu'on a une quinzaine de communes qui ont signé la charte. Et puis des actions d'incitation pour les porteurs de projets à suivre leur performance d'installation. Je vais passer un peu vite parce que après on risque de rapidement déborder. Ensuite, le premier axe, donc je reviens sur le premier axe qui est susciter et accompagner les projets. Donc là, on a une douzaine de piscines publiques où on va commencer à étudier effectivement la faisabilité pour deux d'entre elles. Je vais retenir sur toutes ces actions, parce que je ne vais peut-être pas les passer en revue, deux vraiment qui sont les plus emblématiques. C'est tout d'abord vis-à-vis des communes qui ont des projets neufs. On leur met à disposition un assistant à maîtrise d'ouvrage pour les aider dans chacune des étapes de leur projet.
de l'amont jusqu'au suivi, à la maîtrise d'œuvre, au suivi du chantier, pour justement avoir ce réflexe d'étudier le solaire thermique. Ce n'est pas forcément pour en faire une obsession, mais on voit bien que finalement les communes sont souvent dépourvues et n'ont pas forcément les moyens techniques pour répondre à un maître d'œuvre qui leur dit non mais ce n'est pas une solution intéressante, etc. Donc voilà, ça c'est opérationnel, c'est fait, on a déjà 2 communes qui bénéficient de cet AMO. Ensuite, une autre action phare sur cet axe-là, c'est la promotion des solutions packagées, saisie, optimisée, SSC. Donc on a mis en place dans le cadre d'un fonds, donc TEPCV, donc c'est Territoire Énergie Positive pour la Croissance Verte, on a mis en place un fonds chaleur local solaire. Donc en complément des aides de l'ADEME, on va venir aider sur du collectif, cette fois-ci, 7 à 8 projets pour effectivement aider la partie chauffage. Donc l'ADEME aidera via son cahier des charges fonds chaleur la partie eau chaude sanitaire et nous, on viendra compléter sur la partie chauffage. L'idée étant de trouver des ambassadeurs locaux, enfin en tout cas d'avoir des références locales pour pouvoir développer ce volet chaleur et exemplarité. Ensuite, sur la partie, cette fois-ci, du résidentiel, sur la maison plutôt individuelle, on a lancé une opération toiture solaire. Donc, cette opération, voilà, je vais essayer de la décrire rapidement. Elle se met en place suite à un appel à projet qui a eu pour but de retenir un opérateur, un groupement. Alors, concrètement, on a, là, représenté en bleu, c'est une toiture bien orientée. On a un opérateur énergétique qui va venir sur la partie A, vous voyez, sur la partie gauche, faire du tiers investissement sur du photovoltaïque classique, qui va exploiter durant 20 ans. Et à l'issue des 20 ans, donc l'installation sera effectivement rétrocédée au propriétaire. Et durant l'exploitation, il va pouvoir générer l'équivalent d'un loyer. Et ce loyer, plutôt que de le verser chaque mois, il va être versé en une seule fois, l'équivalent d'à peu près de 2500 €, qu'on va demander à l'opérateur de verser sous la forme d'un chèque solaire, chèque travaux solaires, aux particuliers uniquement et si et seulement si il fait une installation thermique. Donc SSC, saisie optimisée, éventuellement hybride. Donc voilà, ça c'est parti. On a un groupement, un énergéticien qui va faire ça. Et la partie B, c'est des entreprises locales qui se sont engagés aussi dans la charte solaire thermique. Et l'objectif, c'est que nous, Aglo, on assure toute la communication amont, communication institutionnelle, la préqualification, à travers notre plateforme de rénovation énergétique. Donc c'est la plateforme qui va gérer ça. Et ensuite, cette opération qui est prévue de durer à peu près 1 an se mettra en place. L'objectif, à travers ça, c'est aussi de nouer du partenariat public-privé pour peut-être faire une deuxième opération dans 1 an, plus ambitieuse, peut-être un peu différente, mais voilà, c'est parti sur l'opération de toiture solaire. Ensuite, un autre axe qui est la motivation des acteurs. Donc, on voit que le niveau de connaissance du solaire thermique est quand même souvent très limité, et on voit que c'est très important de montrer ce que c'est, de faire des visites. Donc on a mis en place un système de visites, des 5 à 7, etc., qui sont finalement la base avant de vouloir vraiment relancer complètement la filière. Il faut déjà que les porteurs de projets sachent de quoi il s'agit. Voilà, donc je vais passer rapidement sur les dernières diapos. Les financements, donc effectivement, il y a un soutien sur ces actions par l'ADEME et la région. Et puis, je me tiens à votre disposition, effectivement, pour des questions. Edwige a également quelques exemplaires de la charte, notamment. Voilà. Merci. Alors, vous avez bien entendu la fin de son propos. Edwige tient à votre disposition quelques exemplaires de la charte qui a été mise en place à Valence-Roman et qui peuvent vous être remis. Voilà. On passe de l'Est à l'Ouest
Et on revient dans notre belle région Bretagne et Pays de la Loire, en commençant par des presque voisins du Nord, la ville de Châteaubriand, à 50-60 km d'ici. Allez, voilà. Dominique Aigret, qui a conduit, comme directeur des services techniques de la ville de Châteaubriand, une opération intéressante qui va nous expliquer. Voilà. Merci. Bonsoir tout le monde. Alors, on dit qu'on est dans l'ouest. Ah, je reviens en arrière. Voilà. On n'est pas, en fait, vous voyez, Châteaubriand, en fait, c'est dans le nord du département de la Loire-Atlantique, juste au confluent de l'Ille-et-Vilaine et de la belle région d'Anjou. Alors, on va vous parler d'un projet. C'est encore un projet qui va sortir de terre bientôt si tous les feux se mettent au vert, et en particulier les feux municipaux. On a un conseil municipal le mois prochain qui devrait valider cette opération, et si nos amis de l'ADEME aussi valident l'opération telle qu'elle va vous être présentée. Bon, on m'a dit qu'il faut insister bien parce qu'il y aura dans la salle sur la volonté politique. J'insiste pas trop parce que j'ai été regarder l'émargement. Mis à part Romance, mis à part les Herbiers, il n'y a pas beaucoup de représentants de villes qui sont là. Donc on est dans un milieu où il n'y a pas beaucoup de collectivités. Mais c'est vrai que de toute façon, ça fera partie d'un essor économique si les collectivités, les EPCI, décident de mettre en place des structures comme celle-ci. Nous, on est en place depuis 2006. Comme on était reconnu pôle d'excellence rurale, on a amené à travers ça à créer une chaufferie biomasse. Je vais aller très très vite. Et puis sur cette chaufferie biomasse, aujourd'hui, on va faire du solaire. Alors pourquoi du solaire? Je vais passer vite aussi parce que tout le monde le sait, bien sûr. Valoriser une ENR, limiter les gaz à effet de serre, maîtriser les coûts dans le panel, etc. On en a parlé tout à l'heure. Et puis bien sûr aussi l'innovation, puisqu'en fait, on va être la troisième, mais la première grosse peut-être structure qui fera de la réinjection de calories solaires dans un réseau de chaleur. Alors on est obligé de parler un petit peu du réseau de chaleur. Je vais plutôt vous faire voir ce réseau de chaleur. Voilà une ville de Châteaubriand, 12 000 habitants, c'est donc pas très très grand. Aujourd'hui, 10 km de réseau, vous voyez, c'est quand même, ça couvre assez bien la ville, avec déjà beaucoup d'extensions qui vont exister, avec des avenants. L'extension au nord pour alimenter une piscine, un centre aqualudique sur lequel il y a 3 bassins, et aussi la première installation qui n'est pas municipale, enfin pas municipale, c'est un industriel qui est venu se raccorder, qui nous intéressait parce qu'il avait un gros besoin d'eau chaude sanitaire, et l'eau chaude sanitaire nous permet quand même de limiter un petit peu les à-coups qu'il peut y avoir au niveau de la production. Vous voyez sur cette image principalement quand même la chaufferie qui est ici, et très proche ici au-dessus, le champ de capteurs solaires tel que je vais un petit peu vous le décrire tout à l'heure. La chaufferie, c'est celle qui est au centre de l'image, elle est là, voilà une petite chaufferie dans un centre qui est urbain quand même, pour lequel on craignait un petit peu d'avoir des tollés au niveau des habitations à côté pour les rejets, mais non, tout s'est très bien passé, et ça continue de bien se passer. À noter quand même pour la représentante de l'État que ici c'est le centre des impôts qui s'était engagé à se connecter dessus, et le centre des impôts un jour a mis une belle Viessmann, a dit non, ce ne sera pas pour ça, on va attendre que la Viessmann soit supprimée pour venir se raccorder. Dommage. Voilà, on peut faire du beau aussi quand même quand on fait de la chaleur. Rapidement, 2011, 2013, 2016, vous voyez que sur la partie droite, à votre gauche plutôt, ici, hop là, pardon, alors là, il faut faire ça, c'est ça, ici. La chaufferie n'a pas changé, on a toujours 3,1 MW de bois et 2 fois 3 MW de gaz pour pouvoir faire à la fois le secours si jamais on a un problème de bois, et de pouvoir aussi faire l'appoint qui est nécessaire à chaque fois qu'on a une énergie, une chaufferie de ce type. On n'est jamais mono-énergie. En 2011, on avait un simple réseau où on était exemplaire, ce qui nous a valu d'avoir une Marianne d'or, c'est toujours bon à prendre. Aujourd'hui, j'ai peur qu'on me la reprenne parce que je suis en train de dégrader, excusez-moi l'ADEME, la mixité. Tiens, ça peut être corrigé. Non, c'est corrigé là. Oui, attention, c'est l'inverse là. Ah oui, c'est l'inverse. Ça a été corrigé hier soir et le slide n'a pas été corrigé. On était 82% en biomasse et 18% au niveau du gaz. Et ensuite, en 2013, on a rajouté ici la piscine, ce que je vous disais, les 2 extensions, abattoir et piscine. Et on a intégré aussi une chaufferie gaz, qui est la chaufferie de l'hôpital,
pour éviter d'avoir à monter la puissance au niveau de ma chaufferie centrale. Et là, on est donc en 2016 aujourd'hui, avec toujours les mêmes besoins, mais on crée sur le retour, et je vais vous faire voir tout à l'heure aussi que c'est aussi sur l'allée, d'un champ de capteurs solaires qui devrait faire 1700 mètres carrés de capteurs, mais vous verrez qu'on n'est pas arrêté forcément sur le nombre de mètres carrés. On vous a fait un petit profil ici pour faire voir les gros appels de puissance qu'on a, qui sont surtout des besoins liés à la courbe rouge, qui a besoin d'ECS, et qui nous a un petit peu poussé à faire une étude avec notre bureau d'études qui était Girus sur la phase APD de l'hydroaccumulation. Hydroaccumulation, pourquoi? Parce que bien sûr, c'est pas forcément quand il y a du chaud de soleil qu'on a besoin de la chaleur, et si jamais on peut l'accumuler, on y voit un avantage directement sur les capteurs qui vont fournir l'énergie, mais comme on est très proche aussi de la chaufferie, et peut-être qu'on implantera d'ailleurs ces stockages sur la chaufferie plutôt que sur le champ de capteurs, on mettra aussi la possibilité de créer de la chaleur biomasse pour l'envoyer en stockage, pour la réutiliser dans les heures qui suivent en fonction des besoins météo, en particulier en début de semaine, puisqu'on a essentiellement des activités publiques qui sont raccordées dessus, des écoles, des lycées, des collèges, qui sont tous à réduire leur température le samedi et le dimanche, et le lundi matin, parce qu'ils n'ont pas tous bien compris encore comment fonctionnait un ralenti, ils envoient et ils demandent la sauce à partir de 4 h du matin, et le 4 h du matin, la chaudière, elle dit comme ça, allume-moi le gaz vite fait parce que je ne peux pas fournir. Au moins, pendant le week-end, elle aura été tranquille, elle aura déjà stocké un petit peu de chaleur solaire dans son stockage, et le lundi matin, on repartira avec de l'eau chaude biomasse plutôt que de faire de l'eau chaude gaz. C'était donc l'intérêt de pouvoir diminuer l'eau chaude gaz. On voit sur ce slide, je vais passer vite, l'intérêt un petit peu qu'on pouvait faire de l'hydroaccumulation et de ne pas forcément perdre ce qu'on était capable de fournir au niveau de la chaleur thermique solaire. Ça nous permet aussi d'avoir un petit gain si on est sur un mégawatt au niveau solaire, où on passe, le solaire va rentrer dans le mix qui était prévu de 3,3, il pourra passer à 3,6. 3,6, vous voyez, c'est quand même pas beaucoup pour 1700 mètres carrés de capteurs, et pour lesquels, tout à l'heure, je vais vous donner les chiffres des investissements. Voilà, je vous disais tout à l'heure 1700 et encore de suite 1700 mètres carrés. Non, on ne va pas se polariser là-dessus. Dans le cadre de l'appel d'offres qu'on va lancer avec notre AMO qui sera en fait un BET maître d'œuvre, dont je tairai le nom, mais il est dans la salle, donc il se reconnaîtra. On va leur demander d'avoir un objectif de production de 900 MWh, plus ou moins 5%, avec une spécificité qui sera mise en œuvre à Châteaubriand et pour lesquels l'ADEME nous a dit tiens, c'était une bonne idée. Il y aura une convention tripartite qui sera signée entre l'exploitant qui exploitera bien sûr le champ de capteurs, entre aussi le maître d'œuvre pendant 5 ans, alors qu'en fait son chantier va se terminer assez vite, pour garantir ce retour au niveau de... Pourquoi faire aussi ça? Parce que bien sûr, c'est chez nous, je peux le dire, c'est Cofeli qui gère la chaufferie et le réseau de chaleur associé. Il suffit que Cofeli décide que sur la température de retour, je remonte un petit peu, moi j'ai plus rien à vendre pour remettre dans le réseau. Donc on les oblige par cette convention, avant même que ce soit construit, qu'ils s'engagent à pouvoir accepter cette valeur-là. Cela dit, j'ai vu tout à l'heure aussi du Cofeli qui était assis là-bas, qui sur des exemples de chantiers qu'il suivait, en particulier celui de Balma, faisait voir des écarts beaucoup plus importants. Donc je me laisse encore le droit pour Cofeli de revoir la convention que vous n'avez toujours pas signée pour peut-être monter de 900 à 1200 MWh, ce que vous allez devoir accepter dans le réseau de chaleur. Voilà. Le message est reçu, c'est bien. On a 2500 m² de terrain possible, mais on a aussi une très grande manifestation. On est adossé en fait à ce qu'on appelle la foire de Béret chez nous, qui est une grande foire millénaire maintenant, et la possibilité, si jamais ça marche bien, de pouvoir étendre sur des parkings à ombrières, comme c'est fait à Balma, des capteurs supplémentaires. Cela dit, il y arrive un moment où quand même, si en plein été je suis capable de donner toute la chaleur sur l'ensemble du réseau, ça ne sert à rien de produire plus parce que je vais produire des choses qui vont de toute façon se perdre. Voilà, donc a priori on part sur 897 MWh avec 1660 m² de capteurs sous vide ou des capteurs plans. On n'arrête pas du tout la technologie, je veux rassurer l'ADEME. Ce sera dans le cahier des charges de la consultation où on dira ce que l'on voudra comme puissance à réintégrer dessus, mais qui devrait être donc de l'ordre de 900 MWh. Voilà a priori comment va se dessiner le site. On a une petite rivière.
Oui, ça marche ça. Oui. On a une rivière qui est ici, en bordure de rivière. On a ici un hypermarché qui n'est pas très haut, donc qui ne nous fait pas trop d'ombre. Et on aura donc, a priori, là, il y a 1700 m² qui sont installés. Et on a ici, on voit tout ce qu'il y a pour le stockage et toute la machinerie aussi qui est avec les pompes qui sera à l'intérieur. Tout ça un peu surélevé parce qu'on a peut-être des risques d'inondabilité dans le secteur. Et il faut que ça puisse fonctionner, même si jamais il y avait de l'eau. Pour dire aussi, on a beaucoup travaillé avec l'ADEME sur ce sujet pour que ce soit aussi un démonstrateur, parce que 1700 m² de capteurs, c'est quand même pas rien. Et on prévoit beaucoup de métrologie là-dessus pour pouvoir donner énormément de renseignements sur les différents paramètres qu'on aura, y compris les paramètres d'ensoleillement, puisqu'on aura une petite station météo qui sera là, parce qu'actuellement, les seuls ensoleillements, on va les chercher à Rennes. Et en Bretagne, comme il pleut plusieurs fois par jour, il pleut peut-être plus chez nous qu'à Rennes, je ne sais pas, on verra un petit peu ça. On est sur un investissement qui va se situer entre 1 250 000 et 1 500 000 €. Et je fais remarquer ici, sur le côté, bon, que c'est encore quand même très très cher, parce que l'investissement d'origine, il était de 6 millions d'euros pour le réseau et la construction de la chaufferie, 3 millions d'euros à peu près pour la chaufferie avec la chaudière biomasse et les deux chaudières gaz que vous avez vu tout à l'heure sur le slide, pour une puissance de 9 MW. Et là, on est à peu près, si on prend la fourchette basse, on ne sait pas, on n'est pas encore en appel d'offres, 1 250 000 pour 1 MWh installé. Et en plus, ma chauffière bois biomasse, elle fonctionne 24 heures sur 24, 365 jours par an, s'il faut, que là, bien sûr, je ne fonctionne que quand il y a du soleil. Donc on voit quand même aussi pourquoi. Deuxième petit pot de banane, Cofeli n'a jamais voulu me suivre quand j'ai dit on va faire du solaire à Châteaubriand. Parce qu'ils avaient déjà ces ratios-là, ils ont dit c'est pas rentable, ça va pas. Et ça rentable, ça va, on espère devenir rentable grâce à l'aspect un peu aide de l'ADEME que l'on va avoir, qui va proposer un financement au niveau de ces comités directeurs qui devrait être de l'ordre de 70%. Aussi parce que c'est un portage qui est fait par la ville, parce que Cofeli, quand ils investissent 1 €, il faut qu'ils rapportent. Donc ils disent tout de suite, nous, c'est 5% de retour sur l'argent qu'on place. Nous, on va voir au Crédit Agricole qui nous dit, bah oui, je peux vous avoir un prêt à moins 0,1 qui fait qu'in fine, ça va être peut-être du 1,50, du 2 points. Alors, y compris les frais financiers, on a vraiment tiré sur tout pour essayer que cette opération sorte de terre. Alors, pour financer le solaire, on a fait quelque chose de vilain. On a fait de la cogénération. À savoir qu'on a, je vous ai dit tout à l'heure, on détruit un petit peu le mix budgétaire, le mix énergétique qu'on a au niveau de la chaleur. Dans le cadre de notre chaufferie, Cofeli, par contre, se dit, avec les C13, il y a la possibilité quand même encore de faire de l'argent jusqu'à la fin du mois de décembre. Donc on propose, nous, de prendre, Cofeli, merci Cofeli, de prendre 2 millions d'euros d'investissement sur lesquels il va pouvoir à la fois dégager du bénéfice et le bénéfice le reverser sur le solaire par le biais de la redevance qu'il va nous verser à nous pour rembourser les emprunts que nous allons faire à sa place. Voilà, donc sur l'investissement qui est fait, on va dégager 15 000 € par an pour le solaire. On va aussi dégager, ça c'était un point de vue qui était bien défendu par l'ADEME, pour lequel j'ai adhéré aussi entièrement. Ok, d'accord, faites de la cogé, c'est bien, mais l'abonné doit être bénéficiaire de ça, donc 50 000 € tous les ans pour faire des économies pour l'abonné. Donc effectivement, on dégrade un petit peu la mixité qui va passer à 66% au lieu des 73%, mais dans 12 ans, parce que c'est le temps qu'il faut, l'État impose au niveau des contrats C13, on a collé le parc solaire avec la durée de la cogénération. Donc dans 12 ans, la cogénération sera quand même, elle aussi, déjà financée. Voilà. Voilà un petit graphe intéressant quand même pour l'abonné. On va pouvoir baisser donc un petit peu la facture au niveau de l'abonné. Il y a 3 courbes ici. La courbe qui va être demain utilisée, c'est la courbe en vert. Celle qui aurait dû être utilisée normalement à cause d'une taxe qui s'appelle la TICGN, que vous connaissez tous, aurait dû être très pénalisante au niveau de l'usager. Par contre, malgré cette taxe-là, la courbe en rouge, c'est si jamais il n'y avait pas de TICGN, on en serait là. Et avec la TICGN, on va pouvoir baisser quand même de l'ordre de 5% le prix de la chaleur à l'abonné. Voilà, merci de votre attention, merci à l'ADEME. J'ai entendu tout à l'heure que dans votre propos, vous étiez très très optimiste par rapport à ce que vous avez passé au gouvernement. Je pense que vous avez déjà bien intégré que Châteaubriand allait à avoir ce besoin-là, donc je vous remercie. Alors merci pour ces 2 interventions territoriales toniques.
hein, l'une comme l'autre, chacune est très complémentaire. Voilà. Sans autre transition, on reste dans l'Ouest et on va rester sur la région Bretagne et Pays de Loire. Alors avec deux intervenants qui vont, je pense, se compléter. Nadège Noisette, d'une part, donc direction régionale de l'ADEME Bretagne, et puis Yvan Pénaud, Atlanson, voilà, qui est au bout. Nadège, à vous peut-être pour commencer, est-ce que vous pouvez nous faire un petit hop là, je suis un peu en retard sur mes... Voilà, à vous. Hein, sur l'état de l'art que vous avez, l'état des lieux que vous avez trouvés, et à partir de là, qu'est-ce que vous engagez très concrètement hein, sur votre région? Merci. Donc Nadège Noisette, je suis chargée de mission énergie renouvelable à l'ADEME Bretagne. Donc effectivement, je vais juste parler de ce qu'on est en train de faire hein, sur le solaire thermique. On est moins avancé que les précédentes présentations. Peut-être, on peut passer. Vous préférez que j'aille là-bas, peut-être? Non, c'est pas. Voilà. Juste quelques chiffres et un contexte un petit peu sur la Bretagne pour resituer effectivement l'objet de ces travaux. Donc, je vous cacherai pas que on est effectivement un territoire très à l'ouest de la France et notamment de l'Europe. Ça, je pense que vous en étiez rendu compte en venant ici aussi aujourd'hui. Et ce qui fait qu'on est effectivement en bout de ligne des réseaux de transport d'énergie, ce qui fragilise effectivement notre région. Et de plus, on a aussi très peu de moyens de production, on n'a pas de moyens de production centralisés. On produit essentiellement des énergies renouvelables en Bretagne, ce qui d'ailleurs est plutôt une bonne chose, mais on ne produit que 10% de ce qu'on consomme. Ce qui fait qu'au niveau régional, quand on s'est fixé les objectifs dans le cadre du schéma régional climat et énergie, on a essayé de se fixer des objectifs relativement ambitieux pour 2020, puisqu'on a fixé des objectifs de réduction de consommation allant de 20 à 26% selon différents scénarios. On s'est fixé aussi des objectifs de développement d'ENR entre 19 et 28%, donc là, pareil, selon des scénarios. Et donc, pour centrer sur le solaire thermique, qui est notre sujet du jour, on s'est fixé un objectif très ambitieux, vous allez voir pourquoi juste après, puisqu'on s'est fixé un objectif entre 70 et 140 gigawattheures, soit à peu près entre 1 et 5% de la production d'ENR. Alors je dis très ambitieux parce que je ne vais pas revenir sur tout ce qu'on a dit déjà ce matin, mais évidemment la Bretagne ne coupe pas aux problématiques qu'on a évoquées de crise du solaire thermique, comme on l'a vu au niveau national. Hein, on est évidemment sur un marché très très en baisse. Juste un petit chiffre parlant, jusqu'en 2013, dans le cadre du Fonds Chaleur, on arrivait à aider à peu près une quarantaine d'installations par an, 1000 à 1500 mètres carrés par an à peu près, on pouvait aider en Bretagne. Là, depuis 2 ans, et notamment en 2015, c'est une dizaine d'installations qu'on arrive à aider à peine, et quasiment toutes font moins de 25 mètres carrés. Donc c'est pour dire qu'effectivement, on est quand même dans un marché très très en crise. Et le chiffre actuel, il est à peu près de 16 gigawattheures. Donc quand je vous parlais de dans 5 ans, on va arriver à 70, on n'y est pas et on n'y sera pas, c'est clair. Donc on s'est quand même, on s'est posé la question de qu'est-ce qu'on fait. Et donc avec nos collègues de l'Adréal et de la région Bretagne, on a voulu travailler avec l'ensemble des professionnels du solaire qui œuvrent sur la Bretagne et sur les Pays de Loire, parce que globalement, effectivement, les acteurs œuvrent sur les deux régions, pour travailler collectivement, et c'est surtout sur ce point-là que je voulais insister dans ma présentation, vraiment travailler collectivement avec l'ensemble des acteurs sur comment améliorer le nombre d'installations et surtout comment améliorer leur qualité pour, in fine, améliorer la demande. Donc on a pris trois bureaux d'études prestataires qui sont dans la salle, qui sont Pollen, Alliance Soleil et Portance Conseil. Et j'en profite d'ailleurs au passage pour les remercier parce qu'ils font depuis 2 ans avec nous un travail de fond qui est vraiment important. Et donc leur mission, elle a commencé déjà il y a 2 ans. Elle se déroule en 3 phases. On est là aujourd'hui dans la 3e phase. La première phase, ça a été logiquement de faire un état des lieux un petit peu des installations solaires thermiques en Bretagne. Et pour ça, les 3 bureaux d'études sont allés auditionner, auditer, donc réaliser un certain nombre d'audits sur des installations qui avaient été aidées notamment dans le cadre du Fonds Chaleur. Et alors très très rapidement, le résultat, vous l'avez dans le petit tableau là. Je pense que le chiffre le plus important, il est dans la 3e ligne, c'est qu'en gros, 80% des installations n'atteignaient même pas 80% des performances escomptées. Donc il n'y a pas de grosses casseroles, de grosses installations qui ne fonctionnent pas bien, ni de super installations qui fonctionnent très très bien. La plupart sont un peu dysfonctionnent en partie. Et la raison majeure, c'est le surdimensionnement. C'est que la plupart de ces installations, effectivement, par rapport aux besoins d'eau chaude des différentes installations, des différents besoins, ont été surdimensionnés.
Donc ça, c'est un constat qui a été réalisé donc par les bureaux d'études qu'on a missionnés et qui a été ensuite donc partagé avec l'ensemble de la filière. Donc c'est ce point-là qu'on est en train d'achever en fait en ce moment, pendant toute l'année 2015, avec un certain nombre de fabricants, de bureaux d'études, d'installateurs, qui sont pour beaucoup d'ailleurs dans la salle aujourd'hui. On a travaillé sous forme d'ateliers, donc on a eu 4 ateliers en 2015. Le dernier s'est tenu en septembre et on en finalise un d'ailleurs tout à l'heure, juste après la réunion, pour faire un petit peu le bilan de ces démarches-là. Et ces ateliers nous ont permis de définir un certain nombre de points d'action qu'on souhaite mettre en place bien à partir de maintenant et surtout dès 2016. Et donc la mission des 3 bureaux d'études, la Pollen, Portance et Alliance Soleil, sur la 3e phase, ça va être de commencer à mettre certaines de ces actions en place. Donc ces actions, je vous en présente quelques-unes donc rapidement dans ce transparent. On a abouti donc à 10 fiches actions. Donc on en est là aujourd'hui. Je ne me demandez pas est-ce que ça aboutit ou pas à quelque chose de performant derrière, parce qu'on est en train de les mettre en place. On les a définis sous forme de 2 thèmes. Alors d'abord, soutenir le dynamisme de la filière. Vous allez retrouver beaucoup de choses qui ont déjà été dites au cours des présentations de la journée, puisque déjà le premier axe qu'on a mis en place, qu'on a identifié comme un point de vigilance et comme un point de développement, c'est de la communication. De communiquer sur les installations qui fonctionnent et de communiquer évidemment régulièrement vers des publics cibles. Donc notamment, une des actions qu'on a envisagées dans cette partie communication, ça va être de faire régulièrement des temps d'information ciblés sur des publics cibles. Là, d'ici la fin de l'année, on va en faire un notamment sur les bailleurs sociaux et auprès des directeurs d'EHPAD. On a un autre axe de travail donc, qui va être de conseiller. Alors là, on envisage, parce qu'on est en train de finaliser le tour de financement, on envisage de financer effectivement un poste de conseiller sur les 2 régions Pays de Loire et Bretagne, qui pourrait être hébergé par la structure Atlanson. Donc je laisserai Yvan tout à l'heure en parler un peu plus. Où voilà, l'ADEME souhaiterait pouvoir financer ce poste-là. Après, il faut qu'on trouve un complément de financement au poste et voilà, on taperait bien sur les conseils régionaux, mais aujourd'hui, effectivement, avec le contexte électoral, c'est un petit peu difficile pour elle de se prononcer. Donc voilà, ça va être un travail qu'on va réaliser durant l'année 2016 pour effectivement finaliser le financement de ce poste. Il y a aussi un point d'action qui a été de fédérer l'ensemble des acteurs de la filière, donc ils sont déjà bien fédérés en Pays de Loire, et là aussi c'est de voir comment effectivement cette structure en Pays de Loire peut déborder sur une structuration de la filière sur nos 2 régions, Pays de Loire-Bretagne. Puis on a tout un volet d'action qui va être agir sur les performances. Donc là aussi, vous allez retrouver des choses dont on a déjà parlé, notamment de travailler sur la réhabilitation des installations défectueuses. Là, il y a déjà à court terme, on va expérimenter un audit plus poussé sur 2 installations pour essayer de voir effectivement comment aider ces installations à mieux fonctionner. On travaillera notamment étroitement avec Enerplan. De toute façon, Enerplan était dans la boucle dès le départ. On va travailler aussi sur l'amélioration des performances avec tout ce qu'on a parlé aussi tout à l'heure de mettre en place un commissionnement et une garantie à chaque étape du projet. Donc réutiliser aussi là et expérimenter cette méthode d'Enerplan sur le commissionnement et pourquoi pas demain d'ailleurs de le mettre dans les aides de l'ADEME. Et puis travailler sur les coûts. On l'a dit aussi plusieurs fois, les coûts, ils évoluent peu. Il y a besoin d'avoir un peu plus peut-être de transparence aussi dans les coûts, de savoir sur le coût d'une installation, qu'est-ce qui revient au matériel, qu'est-ce qui revient à la main-d'œuvre, à la maintenance. Et donc d'avoir plus de visibilité régulièrement et de faire des bilans tous les ans sur les coûts du solaire thermique. Voilà ce que je voulais expliquer sur notre travail en Bretagne. Merci. Et ben voilà. Vous avez cité notre intervenant suivant, Yvan Pénaud. Ouais, donc, Atlanson, qu'est-ce que c'est Atlanson ? Parce que finalement, c'est ça que vous avez à nous raconter. Exactement. Donc, assez rapidement, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites dans la journée. On n'est pas là pour faire de la redondance. Donc, Atlanson est un groupement de professionnels qui sont conglomérés autour au départ de la filière solaire, que ce soit des bureaux d'études, des fabricants, des installateurs, des collectivités, notre métropole. L'objectif aujourd'hui, c'était rebooster la filière, puisqu'aujourd'hui, beaucoup de donneurs d'ordre, ça a été dit un petit peu ce matin, considèrent que la filière est peu visible. Voilà, donc il y a beaucoup d'opérateurs aujourd'hui dans l'énergie, et le solaire n'est pas un opérateur visible et qui ne sait pas faire voir ses installations.
Donc le principe, c'était l'union fait la force, et aussi créer de la synergie, puisque finalement, certains bureaux d'études peuvent avoir une demande problématique. On a intégré par la suite aussi tout ce qui était recherche, puisqu'on peut aller sur des process qui sont complètement nouveaux. Notre confrère ce matin en a parlé. Voilà, tous les industriels n'ont pas les capacités techniques de rentrer dans des points très très détaillés. Donc il y avait un travail de synergie à faire qui était vraiment important. La filière a besoin de mieux être connue et puis de communiquer beaucoup sur les installations qui marchent bien et qui sont finalement assez mal cartographiées sur le secteur. Donc suite à ça, on a intégré donc un délégué qui s'appelle Simon Ducasse. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'il est impossible pour un cluster d'être efficace sans avoir un permanent. Donc aujourd'hui, tous les travaux qui ont été faits par Atlanson, voilà, c'est une grosse partie du travail de Simon Ducasse. Et voilà, une grosse partie des adhérents, qui sont autant thermiciens que photovoltaïciens dans l'absolu. Donc aujourd'hui, on a à peu près 70 acteurs. On continue de grossir assez rapidement. Nos voisins font de jolis yeux doux, donc on y est très très sensible. Et voilà, plus on pourra aider et se faire aider, et mieux ce sera pour tout le monde. Donc c'est du gagnant-gagnant et ça se passe plutôt bien pour le moment. La preuve en est, voilà, il y a des nouveaux adhérents qui arrivent régulièrement et tous les nouveaux venus seront accueillis à bras ouverts. Voilà. Bravo. Et donc vous avez vu qu'il n'y a pas besoin de fusion des deux régions pour que les régions Bretagne et Pays de la Loire collaborent. Exactement. Ce qui est en soi une bonne nouvelle. Voilà. Merci à vous deux. Donc vous voyez finalement, à l'ouest, il y a du nouveau, hein, voilà, et ailleurs. Alors, on va regarder maintenant au-delà de notre ouest. Anne-Sophie Seguis, ça va être à vous. Restez là, pardon. Juste une précision. Donc, le site a été validé aujourd'hui donc, pour valoriser des projets concrets, hein, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que pour une petite collectivité ou un bailleur, voilà, il manque parfois une démarche assez simple. Donc on s'est inspiré d'une démarche ou d'un process qui était bien développé par une autre structure qui s'appelle Atlambois en Pays de la Loire. Et voilà, on n'a pas cherché à réinventer l'eau chaude, entre guillemets. On reprend des fiches, des pratiques, des bonnes habitudes qu'on duplique. On a recréé un site internet, voilà, pour plus de visibilité. Les opérateurs sont dessus. Et c'est l'occasion justement de mettre en phase, parce que souvent les correspondants se trouvaient pas si facilement que ça, donc ça paraît assez dingue, mais on a entendu des collectivités qui nous disaient que voilà, on a tapé sur les pages jaunes, voilà, où il y avait vraiment une grosse difficulté de communication. Donc on s'appuie aussi sur Socol, puisqu'on est un relais local, hein, puisqu'il y a un travail de fond énorme qui est fait par Socol. Donc une fois encore, l'idée, elle est de colporter les bonnes informations et qu'elles soient appliquées le plus possible. La standardisation des schémas en est vraiment un bon exemple. Donc plus on pourra standardiser, plus on pourra faire de la série, plus on pourra faire des quantités de chantier et plus on se développera. Donc la filière solaire est une filière d'avenir. Voilà, il faut y voir beaucoup d'énergie et on a tout à faire. Merci de ce complément d'information, parce qu'il y avait quelques images que j'avais oublié de montrer. Oui, après c'était sur la schémathèque, bon, voilà, donc on en a parlé ce matin, donc voilà, on ne va pas revenir là-dessus, grosso modo. Et on va reboucler donc en revenant sur Socol. Donc, Madame Seguis, à vous êtes en charge de l'animation du programme Socol dans les régions. Où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'ailleurs qu'en Bretagne et Pays de la Loire, il se passe des choses intéressantes? Où est-ce que vous en êtes? Alors, si vous pouvez passer le slide, s'il vous plaît. Donc moi, je travaille chez CGBAT, donc c'est le pôle d'expertise sur le gaz et l'efficacité énergétique chez GRDF. Et depuis maintenant 3 ans, on travaille avec Socol et les ADEME en région pour aller communiquer auprès de la filière sur l'ensemble des régions en France sur le solaire thermique. Donc, je ne vais pas revenir sur le contexte qu'on a déjà évoqué, mais notre objectif, c'était vraiment de redynamiser la filière le plus localement possible
en allant à la rencontre en fait, des bureaux d'études, des maîtres d'ouvrage, des installateurs notamment, pour redynamiser cette filière, parce que en quelque part, on peut pas, enfin, selon GRDF et je pense que c'est partagé, quand on a préparé un peu l'intervention, vous m'avez questionné, vous m'avez dit, mais est-ce que finalement, vous avez encore un espoir que ça puisse un jour être lancé? Et moi, je prends la question un peu différemment. Je pense qu'en fait, on n'a pas le choix. Qu'aujourd'hui, il y a la transition énergétique, il y a des ambitions qui sont extrêmement fortes, et qu'en quelque part, il y a besoin de toutes les énergies renouvelables pour pouvoir atteindre ces ambitions. Et évidemment, le solaire n'a pas le choix, il doit il doit être au rendez-vous et jouer son rôle. Mais pour ça, faut-il encore que la filière soit prête, qu'elle soit efficace et volontaire pour pouvoir réussir. Et aussi, les maîtres d'ouvrage doivent être rassurés pour pouvoir se lancer dans de nouveaux projets. On a vu pour les interventions précédentes qu'il y a de la maîtrise d'ouvrage qui se lance dans ces projets-là, donc c'est plutôt rassurant. Donc on a mis en œuvre en fait une animation en local. Au départ, dès 2013, on a plutôt ciblé les bureaux d'études et les installateurs. Pourquoi cette cible? Parce qu'en fait, on avait identifié que finalement, le solaire thermique pâtissait d'une image un peu dégradée suite à des contre-références, et que ces contre-références trouvaient leur source à différents points de la chaîne. Finalement, toute la chaîne était concernée, donc on s'est dit, on va commencer déjà par la conception et l'installation. Et notre objectif au travers de ces animations qui duraient une journée, on en a mené 8 sur l'ensemble de la France. L'objectif, c'était de partager les bonnes pratiques en termes de dimensionnement, de conception et d'installation. On a été aidé pour faire ça par le bureau d'études Texol. Et en 2015, on s'est dit, on a atteint cette cible de bureau d'études et d'installateurs, mais il faut aussi que le maître d'ouvrage soit soit mis clairement au cœur de cette communication. Et on a mis en œuvre sur 2015 différents événements en région, à destination des collectivités locales, des bailleurs sociaux, mais également de l'ensemble, du reste de la filière, à savoir les bureaux d'études et les installateurs. Là aussi, c'est sur un format d'une journée. L'objectif, c'est de partager des retours d'expérience réussis, parce qu'on parle souvent de contre-références, mais il y a aussi des références, et je pense que c'est ce qui a été dit par mon prédécesseur, mais il faut communiquer davantage et avoir plus de lisibilité. Et l'objectif, c'est aussi de donner les clés à cette maîtrise d'ouvrage pour réussir ces projets. Et 2015, c'était aussi l'année où l'USH a sorti son guide à destination des bailleurs sociaux. Donc c'est aussi l'occasion de communiquer sur ce guide et de le propager au maximum d'acteurs en région. Donc voilà, une carte un peu de France des différents événements. On voit que le Nord et la Normandie sont un peu en retrait, malheureusement. On essaye néanmoins d'embarquer avec ces régions-là. Si vous pouvez passer. Et c'est pour ça pour ces régions-là, en fait, on se dit finalement, mes collègues de GRDF en région n'étaient pas très chauds non plus pour monter des animations sur une journée dans ces régions, en se disant finalement, est-ce que la filière va adhérer et va venir? Donc on va plutôt travailler sur des groupes de travaux un peu en local, des partenariats, notamment avec l'ADEME en Normandie. On travaille sur un partenariat pour faire des suivis de sites solaires, pour pouvoir ensuite faire des références et communiquer sur ces références, les faire visiter, pour faire adhérer finalement les partenaires en local. Et au-delà de ces communications ciblées, on a aussi, avec le site internet Sokol, différents canaux en fait, de communication, je dirais plutôt de masse, parce que l'information doit être communiquée le plus largement possible. CGBAT aussi a mis sur un site internet où on met des liens, notamment avec les publications de Sokol, pour vraiment atteindre une cible la plus large possible, des différentes newsletters, et puis un impact presse avec des différents articles qu'on essaye de mettre, de diffuser. Merci. Alors. Oui, allez-y, je vous en prie. Ouais, je voulais attendre tout à l'heure parce que je voulais pas qu'on la mette à la fin de la... J'ai 2 slides à repasser, simplement sur ce qui va se passer
dans les jours à venir, puisque Atlanson, c'est le travail de tous les jours. Donc, un slide encore. Voilà. Donc, Atlanson soutient forcément donc, des acteurs locaux. Donc, la cité à Congres intègre le salon New Deal là, dans 2 jours. Donc, voilà, tous les opérateurs locaux, que ce soit décideurs ou pas, que ce soit des installateurs, des bureaux d'études, des fabricants. Tout le monde est bienvenu. C'est 15... Combien de collectivités, Simon, qui sont invitées? Ouais, voilà, il y a à peu près 300 collectivités qui vont venir. Et en complément de ça, puisqu'il y aura aussi des questions sur le financement participatif sur le slide suivant, concernant, voilà, on a parlé de projets, Santi en a parlé ce matin sur les tiers investissements, mais voilà, le financement fera aussi partie, le Crédit Agricole on a parlé tout à l'heure, mais voilà, il y a peut-être d'autres modes de financement que les réseaux habituels. Donc il y aura aussi l'approche du financement dans les énergies renouvelables et voilà, travailler sur l'énergie circulaire et des fonds locaux. Voilà. Bonne journée et plein d'énergie à tout le monde. Merci de ce complément et de cette invitation à 2 autres journées qui vont se passer sur Nantes. Une dernière chose, Atlanson n'existerait pas sans l'ADEME et sans la région, ça me paraît évident, c'est indiqué sur la majorité de nos documents. Mais voilà, on a eu un soutien régulier de leur part, en espérant que malgré les mouvements politiques, ça continue, mais je ne vois pas comment ça pourrait se faire autrement. Voilà. À vous, qui a envie d'aller se balader à Châteaubriand, à Romans, ou d'aller voir Atlanson? Oui, mais il y a déjà des idées à prendre, même à Châteaubriand, même si ce n'est pas fait. Sur la démarche, il y a plein de choses intéressantes. Qui commence? Allez-y. Vincent Boulanger, journaliste. J'avais une question pour M. Aigret sur Châteaubriand. Ça m'a échappé si vous l'avez dit, mais l'installation doit être inaugurée quand? Quel est le planning? Vas-y, c'est bon. Alors, on attaque le pro à partir de la semaine prochaine. On fait la consultation des entreprises au mois de janvier. On commence le chantier en février. Et on coupe le cordon en juin. Après, il y a le tram-train qui vient très très vite. En 3 quarts d'heure, vous êtes sur place pour venir voyager, il n'y a pas de problème. Formidable. D'autres questions, d'autres interventions? Oui, au milieu, là devant. Oui, Cédric. Oui, Michel Gaborio, commune du Pays des Herbiers. Une autre question pour M. Aigret. Dans le schéma, vous avez précisé tout à l'heure que le bureau d'études techniques portait la garantie de résultat. Alors comment est-ce que vous arrivez à concilier cette garantie de résultat avec, par ailleurs, un autre exploitant qui est en charge du réseau, et notamment en charge de maintenir les bonnes températures du réseau pour optimiser la récupération? C'est un contrat, c'est donc contractualisé, un document qui est signé entre la ville de Châteaubriand, entre Cofeli et entre notre BET maître d'œuvre, où chacun prend la responsabilité à son niveau, 1, de bien construire, 2, de bien intégrer, et comme je ne le connais pas aujourd'hui, ce contrat dans 3 mois, puisque je viens de dire que dans 3 mois on connaîtra le producteur de panneaux, on le transformera par un autre document sur lequel interviendra en plus le fournisseur de panneaux, puisque le fournisseur de panneaux s'engage sur aussi une production, bien sûr, de 900 MWh par an dessus. Alors la répartition, je vous la donne aussi, 30%. Alors il y a une pénalité, bien sûr, sinon ça ne sert à rien. La pénalité, c'est 2 fois le coût de la chaleur à l'abonné par mégawattheure non transmis au réseau, ce qui est quand même très lourd. Et cette pénalité, elle est partagée 30% sur le BET, 30% sur celui qui n'a pas bien fait son boulot, soit l'exploitant, soit le fournisseur de panneaux, qui a 30 ou 40%, le troisième ayant les 30 ou 40% qui restent, pour faire 100%. J'ai été clair? Voilà. Et c'est contractualisé pour un délai de 5 ans. D'autres questions?